le racisme pur, la méconnaissance, les préjugés. J'ai tout vu. Est-ce qu'on peut arrêter? On peut arrêter? Que les parents, quand ils viennent ici, c'est pour leurs enfants. Quand un parent qui arrive d'un camp et qui me dit que le camp était mieux que le Québec, il faut se questionner. S'ouvrir et aller à la rencontre des autres, sans craindre. Parce qu'aujourd'hui, les signalements viennent de l'école et les parents investissent énormément, ils y croient et c'est de là que viennent les signalements. Salut Cornwall, salut le monde. Nous sommes On a le choix, un média communautaire basé dans l'Est de l'Ontario. Nous avons pour mission de faire entendre les voix des francophones, francophiles et de la francophonie diversifiée. En ce mois de février, nous sommes exceptionnellement sortis de notre zone de couverture parce que nous voulions adresser un enjeu spécifique. Nous sommes allés à la rencontre de Myriam Kopri, une professionnelle qui se charge de l'accompagnement des immigrants et des familles afrodescendantes. Elle va nous parler de la relation complexe entre ces familles et les services de protection de la jeunesse. Donc, bonjour Myriam, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Tu es la fondatrice de la clinique Nunanuk, donc tu es spécialisée en accompagnement des parents immigrants et parents afrodescendants, donc tu es une coach certifiée également. Oui. Et on tenait à te rencontrer aujourd'hui par rapport à ton engagement en général, mais aussi ton engagement et ton accompagnement des parents par rapport aux services sociaux, aux services de la DPJ. C'est un enjeu qui est assez majeur au Québec, qui a fait les manchettes. Maintenant, on veut avoir ton point de vue aussi peut-être plus pratico-pratique et nuancé. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu observes, ce que tu as observé dans ta pratique depuis que tu as fondé ta clinique? Alors, merci Delphine, et très heureuse d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui, surtout dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. Qu'est-ce que j'ai observé depuis la création ou même avant la création de la clinique? C'est vraiment en fait un défi pour les familles immigrantes et afrodescendantes en particulier d'être bien reconnues dans leur pratique parentale. C'est-à-dire en fait le rapport ou je dirais la communication avec les instances des services sociaux, la DPJ, on est au Québec, est très compliquée depuis de nombreuses années. Et ça, sur le terrain, je le vois. Donc, ça a été l'une de mes motivations pour partir cette clinique, d'ailleurs. Par rapport à ces relations compliquées, qu'est-ce que tu identifies comme difficulté particulière? C'est toute la conception de comment on éduque les enfants. Je dis souvent, on pense toujours qu'on a tous les meilleures pratiques parentales. Donc, ce métissage. Alors, c'est sûr, quand on est un parent, soit qu'on vienne d'ailleurs ou qu'on est d'une culture différente, même si on est né au Québec, il y a des façons de faire, des façons d'être un parent. Et on a quand même, au niveau de la société québécoise, une vision de la façon d'être parent qui a évolué. Je veux dire, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y avait hier. Ça évolue soit avec les recherches, bref, il y a quand même un changement dans les pratiques. Et cette rencontre entre les différentes façons d'être parent peut être une zone de tension parce qu'on veut toujours se dire, c'est ça qui est bon, c'est ce qu'on veut transmettre. Et chacun, des fois, peut garder ses positions sans trouver un espace de médiation. Qu'est-ce que tu identifies comme plus grande fragilité des populations ou de la clientèle que tu accompagnes? Alors, on a des préjugés. Il y a souvent la directivité, c'est-à-dire un parent qui va être directif, qui est très encadrant. Mais là encore, c'est une façon de protéger. Il ne faut pas oublier, au niveau des communautés afrodescendantes, il y a eu beaucoup de traumas. Et ce trauma se transmet. On parle aujourd'hui d'épigénétique et je le vois quand on a vécu dans des milieux d'adversité. On pense que tout est dangereux à l'extérieur. Donc, les parents peuvent vraiment devenir très protecteurs et ça peut être perçu comme un manque de distanciation, de différenciation. Donc, le parent, là, il contient son enfant. Il l'aide pas dans son développement. Il l'aide pas dans sa capacité à être autonome, par exemple. Et c'est une valeur qui est très chère au Québec, l'autonomie des enfants. Alors là, c'est une zone de tension.
Mais on parle d'autonomie, mais finalement, tu me parlais justement tout à l'heure de difficultés que certains de tes clients ont eues par rapport à ce que la DPJ appelait un manque de protection de l'enfant. Donc, il y a quand même cette réalité-là. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, peut-être si tu es d'accord de partager le cas que tu as vécu justement? Ben, où on va vraiment tous les termes, que ce soit protection, sécurité, amour. Il faut voir ça sur une ligne. Ok, il y a deux extrêmes. Et puis chacun y va en fonction de son histoire et tout. Et je te dirais que j'ai des parents qui ont vécu en communauté. Ok, ça veut dire que tout le monde veillait au bien-être des enfants, pas forcément le parent, parce que justement l'enfant appartient à la communauté. Donc le parent, il arrive ici. Au Québec, le parent est responsable. Donc, il se retrouve à faire la job de plusieurs adultes. Mais il faut du temps. Alors, un parent, justement, qui laisse son enfant au parc et qui pense que les autres adultes vont veiller à son enfant, ben, pour quelqu'un de l'extérieur, ben, c'est un manque de surveillance et ça prouve que le parent n'est pas capable de protéger son enfant des accidents ou d'enjeux spécifiques. Donc, c'est vraiment à qui appartient l'enfant. On est dans une société individualiste, l'enfant appartient entre guillemets parce que la responsabilité revient aux parents. Et quand on vient de monde collectiviste, la responsabilité appartient à la société. Mais les parents, on prend l'avion demain, on arrive au Québec, enfin on prend l'avion hier, on arrive au Québec le lendemain, ils n'ont pas changé leur vision. On ne peut pas changer sa vision en 24 heures. Donc, ça prend des fois même une génération pour pouvoir changer ça. Mais quand les services sociaux arrivent, ben, on leur demande de changer rapidement. Donc, il y a une question de perception, mais il y a aussi une réalité. Il y a aussi, dans certaines situations, tu as dû intervenir dans des dossiers. Ah oui. Les chiffres parlent quand Oui, même. oui, il y a une surreprésentation des familles. Tu avais parlé, donc, au niveau du choc culturel, on parle, entre autres, de choc culturel au niveau des soins médicaux. Est-ce que tu peux partager un petit peu ça? Des soins médicaux? Oh oui. Tu disais qu'ils avaient plus tendance, les parents immigrants ou afrodescendants, à utiliser des remèdes naturels, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait justement partie des transmissions. Okay? Et quand on est parent, l'une des choses, c'est qu'on transmet ce qu'on nous a montré. D'accord? Et on a des parents qui vont utiliser des remèdes naturels. Et dernièrement, justement, il y a un parent qui utilisait le gingembre. Okay? Donc, le gingembre mélangé avec d'autres épices, je dirais. Et pour l'enfant qui est né ici, il appelait ça être pimenté. Okay? Mais l'enfant n'avait pas le terme en français de cette pratique, qui est une pratique utilisée quand on est encombré, quand on a des branches, quand l'enfant est grippé, voilà. Mais on imagine, l'enfant, il dit à l'école, ben, j'ai été pimenté. Ok. Tout le monde est effrayé. Tout le monde. Donc, en disant, ben là, on est dans la maltraitance. Comment peut-on pimenter? Alors, c'est sûr que les enfants, c'est piquant. Le gingembre, c'est piquant. Ils n'ont pas aimé cette pratique. Mais comme je dis aux parents, il faut toujours expliquer vraiment qu'est-ce que vous faites parce que les enfants, n'évoluant pas dans le même contexte que vous, ne partagent pas les repères avec les autres. Donc, très important de nommer, de discuter. Et ça, je l'ai encore vu avec un nourrisson où l'enfant, le plus grand, disait que oui, sa mère frappait le nourrisson. Puis là, j'ai fait, mais c'est pas possible. Vraiment, on a cherché et en fait, le nourrisson était grippé et la maman faisait le massage de son pays d'origine qui, pour l'enfant, était violent. Mais on a cherché très longtemps pour savoir, mais qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qu'il y avait comme situation particulière pour que votre enfant pense que vous étiez en train de frapper le bébé? Donc, c'est ça les enjeux. C'est parce qu'en fait, s'il n'y a personne pour soulever cette question, les parents vont se sentir attaqués, jugés, ils vont nier. Et quand ils nient, ça met tout le système en branle. Et quand ils nient, on va leur dire, ben, vous mentez, vos enfants disent la vérité. Parce que on pense que les enfants disent la vérité. Et si vous n'allez pas dans ce sens-là, vous êtes dangereux. Et là, le système va rester vraiment très impliqué longtemps dans les familles. Donc, on demande aux parents, vous avez des rencontres avec l'intervenante ou l'intervenant des services sociaux.
vous avez le droit d'être accompagné, ceux qui ne le savent pas. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation et ainsi, on va pouvoir dénouer ces nœuds et pouvoir rétablir une bonne communication et compréhension de la situation. Donc justement, parce que il y a peut-être une incompréhension, mais il y a aussi, comme je disais, une réalité. C'est-à-dire que les chiffres parlent, ils sont plus souvent représentés, les personnes afrodescendantes ou les personnes immigrantes. Il y a aussi l'enjeu de la barrière de la langue, j'imagine, parce que tu en parles toi-même. Tu dis ils n'ont pas les mots. Donc, dans ta clientèle, il y a aussi ce problème-là? Ah oui, j'ai des parents qui ne parlent ni français ni anglais. Donc, et les mots nous permettent d'avoir des représentations. Okay? Donc là, on n'est pas du tout au même niveau, au même des schèmes de pensée. Et quand il y a des barrières, donc des parents allophones, ça augmente encore les difficultés. Et ce qu'on voit, c'est que les gens ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés à la médiation, ne sont pas formés à l'interculturel, mais dans la parentalité. On a des formations interculturelles dans d'autres domaines, mais dans la parentalité, c'est très, très peu présent. Quand tu dis les gens? Les professionnels. Oui, Je parle des d'accord. professionnels pour comprendre oui, les enjeux des parents et des enfants. Puis vous avez eu des interventions qui ont eu des résultats, mais je parle vraiment au niveau judiciaire. Je pense qu'il y a eu une décision qui a été rendue tenant compte de l'origine. Et c'était une victoire. Est-ce que tu peux en dire un mot? Oui, c'est une victoire parce qu'on a pu, c'était vraiment de petits qui allaient en banque mixte, comme on appelle souvent. La banque mixte, c'est-à-dire les enfants qui allaient en adoption. Okay? Quand les enfants vont en banque mixte, ça veut dire qu'il y a très, très, très peu de chances qu'ils retournent au domicile parental. Et on a travaillé en 6 mois avec les parents et bien sûr avec aussi le milieu judiciaire parce qu'ils avaient des avocats. Mais on a démontré qu'avec un encadrement, avec un accompagnement par la communauté afro, pour les parents afro, parce qu'il y a eu un organisme afro qui était présent, d'accord, on a eu aussi le coach qui était présent, ben, on a eu tout un écosystème qui comprenait autant les parents, autant la DPJ, qui a permis de faire en sorte que le parent s'est mobilisé, a déployé ses compétences et on a pu donc obtenir, c'est pas un sursoir seulement que du placement des enfants, les enfants sont revenus au domicile. Et ces parents-là continuent d'avoir le support de l'organisme, de la communauté, par la communauté. Ça, aujourd'hui, je reste définitivement persuadée qu'il faut vraiment une structure pour les comme pour les autochtones, une structure pour les communautés afro, afin de faire en sorte que les parents ou les familles se sentent protégées, les familles puissent parler, parce que tout le monde a des difficultés, mais ils ont peur d'en parler. Okay? Et ça nous permettra d'avoir des familles plus solides et plus résilientes. Parce qu'il faut un village pour élever un enfant. Oui, mais pas n'importe quel village. Il faut un village qui reconnaît les compétences des parents, parce que les parents, quand ils viennent ici, c'est pour leurs enfants. C'est tout ce qui reste. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui reste. Moi, quand un parent qui arrive d'un camp et qui me dit que le camp était mieux que le Québec, il faut se questionner. Parce qu'une déchirure, ça fait très mal. Les enfants souffrent également. Donc ce village doit être reconstitué, mais avec des personnes formées, des personnes qui reconnaissent les compétences et des personnes qui vont faire le lien aussi avec la communauté d'accueil. Parce qu'à un moment donné, il faut que les parents soient assez à l'aise pour pouvoir s'ouvrir et aller à la rencontre des autres, sans craindre. Parce qu'aujourd'hui, les signalements viennent de l'école et les parents investissent énormément, ils y croient. Et c'est de là que viennent les signalements et des professionnels. Et les parents valorisent les personnes, je dirais, diplômées. Donc, ils y vont en toute confiance. Malheureusement, les signalements viennent de là. Donc, le choc est encore plus grand. Eh bien, ils se referment, bien sûr. Ah non, ils n'y croient plus. Ah oui, oui. Est-ce que tu penses, parce que tu parles de formation justement, et c'était une de mes questions, est-ce que tu vois ça comme quand tu es confronté vraiment à des cas
tu es confronté à des cas de discrimination pure, mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi, est-ce que tu vois ça comme du racisme pur ou est-ce que tu vois ça comme vraiment un manque de connaissances? Est-ce que tu sais si ces intervenants ont des formations en équité, diversité et qu'est-ce que tu penses de ces formations-là? Tout existe. Le racisme pur, la méconnaissance, des préjugés. J'ai tout vu. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Au nom de l'intérêt de l'enfant, on peut mettre tout dedans. Formation, équité, diversité, ça a du bien, ok, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que cette loi, par exemple, même pour des Québécois, parce que maintenant, j'ai des Québécois qui viennent à la clinique, hein, d'accord? Parce que là, c'est de la discrimination. Ça peut être une discrimination sociale, parce que ce sont des gens qui sont plus pauvres. Ça peut être une discrimination de l'agisme, parce que la personne est très âgée. Ok? Alors oui, ça peut aider cette formation, mais c'est l'imputabilité, malheureusement. Quand on n'est pas imputable de ses décisions, ça laisse la place à l'abus de pouvoir. Oui, oui, c'est ça. Donc, il y a quand même une notion de, il faut pouvoir prendre ses responsabilités. Et ce que je me disais, c'est, est-ce que tu ne penses pas au bout d'un moment que c'est une responsabilité individuelle et que, est-ce qu'on peut vraiment être exempt de préjugés? Non, justement. Donc, oui. C'est pour cette raison que je parle d'imputabilité. Il faut rendre tout le monde imputable. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si on a une décision, on va voir que la responsabilité va être diluée partout. Donc, personne ne va être condamnable. C'est ça l'enjeu. Comment tu vois les choses, toi qui as été des deux côtés de la barrière, puisque tu as travaillé à la DPJ? Oui. Est-ce que tu peux nous donner un portrait qui reprend aussi les réalités que tu as pu observer? Et comment est-ce que le public peut se faire une idée, je dirais, balancée des services de la DPJ? On a besoin des services de protection de l'enfance. Ça, c'est indéniable. Okay? Il y a des parents qui ont des enjeux, toutes sortes d'enjeux, et dont les enfants ont besoin d'accompagnement, de services. Parce qu'on n'oublie pas la DPJ, son client, le premier client de la DPJ, c'est l'enfant. Ce ne sont pas les parents. Okay? Si un parent ne se mobilise pas, nous, on va regarder la situation de l'enfant, on appelle ça le projet de vie et tout. C'est l'enfant le premier client. Aujourd'hui, qui est le client du parent? Il n'y a personne. Le rôle, l'individu comme parent, il est tout seul. Okay? Mais on va lui demander beaucoup, beaucoup de choses. Il faut qu'il se mobilise, il faut qu'il aille chercher des services, il faut. Mais il n'a aucun endroit où il va se poser. D'autant un immigrant, d'autant quelqu'un de la communauté afrodescendante ou immigrante qui, lui, doit gérer beaucoup de choses sans support spécifique. Oui, mais absolument. Mm-hmm. Et là, on a aussi cet enjeu de transformation de quel parent je dois être. Parce que c'est ça, quand on est un parent immigrant, c'est est-ce que je dois être loyal à mes parents, à mes grands-parents? Je suis dans un arbre généalogique, hein. Je suis pas née, je sais pas moi, dans une plante. Ok? On est lié à son groupe social. Est-ce que je reste fidèle ou bien je peux prendre un peu de ce qu'on me donne sans savoir les résultats? Donc, le parent lui-même, comme individu, est en conflit de loyauté. L'enfant va être en conflit de loyauté. Donc, on a besoin d'un espace pour amener le parent à gérer ce conflit de loyauté, à prendre des bonnes décisions. Notre système ne permet pas ça aujourd'hui. Okay? Et en plus, les parents, ils ne savent pas qu'ils ont le droit d'être accompagnés. Ça fait une différence majeure. C'est ça qui fait que la situation peut se débloquer plus rapidement que d'autres. Alors, oui, j'ai été des deux côtés, mais aujourd'hui, si on reste dans cette posture, okay, uniquement l'intérêt supérieur de l'enfant est supérieur à l'intérêt du parent, ben, on va des fois aller à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce qu'un enfant ne naît pas dans des choux, il a des parents. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'un enfant, quel que soit l'endroit où il sera bien, il va se développer, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc, les liens sont là. La recherche nous le démontre bien avant sa naissance. L'enfant est déjà en lien avec la personne qui l'a porté. Et
il faut offrir du support, il faut faire de la prévention, il faut offrir de l'accompagnement. Mais nous n'avons. Notre première ligne, elle est en difficulté. Et notre première ligne, pour les parents immigrants, est inexistante. Il y a cette différenciation, j'ai envie de dire, entre dans les années précédentes ou dans d'autres cultures, on va dire que l'enfant sera toujours mieux dans son milieu naturel. Et ici, on a l'impression qu'on fait un basculement inverse avec ce. Tu confirmes Oui, ça? je confirme. Oui, 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 tout à fait. Les nouveaux amendements, on appelle ça la loi 15, confirment que oui, l'important, c'est que l'enfant ait réponse à ses besoins, quel que soit le milieu où il se trouve. On n'est plus dans la priorisation du milieu naturel. Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais te demander. Et moi, j'ai envie de terminer avec une phrase que j'ai trouvée dans tes publications. Oui. La diversité n'a pas l'air de quelqu'un, elle a l'air de tout le monde. Et j'ai trouvé ça instructif, tout simplement. Donc, je te remercie pour ça. Et je te remercie pour l'entrevue. Merci beaucoup. Et puis, ça me fait plaisir. Et tous ensemble, je dis très bien, nous allons pouvoir y arriver. Je suis confiante pour l'avenir, vraiment. Merci, Tant mieux. Delphine. Merci, Myriam.